Alors, c'est presque une histoire d'amour depuis qu'on se connaît. Oui, Alain, parce que ça fait... Serge Scotto. Et je crois que la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, que j'ai eu l'honneur d'être dans ton objectif, c'était au Héros Festival il y a 5 ou 6 ans déjà. Tout à fait. Voilà, Serge Scotto, bonjour. Au moins, vous êtes un vrai super-héros français. Voilà, je suis et marseillais. Super-héros français. Peut-être le premier super-héros marseillais, je ne sais pas. D'accord. Tout à fait. Et Ouais. voilà, et on était partenaire évidemment du Héros. C'est ça, exactement, voilà. tout est partenaire du Héros. Et on continue allègrement. Voilà. Et là, on est sur le même site, c'est-à-dire le Parc Chanoine à Marseille. Exactement. Et pour le Festival du Livre de Marseille, 6e édition. 6e édition déjà. Et donc c'est presque une histoire d'amour. Explique-moi un petit peu alors ton roman. Alors, presque une histoire d'amour, c'est-à-dire... Ouais, écoute, c'est un roman, c'est l'histoire improbable, c'est la rencontre improbable de deux détresses. Un vieillard mythomane, misogyne, misanthrope, genre il a tous les défauts en mi, et une jeune écervelée qui prend la route, qui fait une fugue, et ils vont se rencontrer... ils vont se reconstruire ensemble et ils vont tout vivre, sauf une histoire d'amour, parce qu'évidemment la différence d'âge leur permet pas. Mais au fond, ils vont se retrouver chacun à travers l'autre. C'est un portrait humain un peu décapant. Tu sais que moi, c'est toujours décapant. Bien sûr. Et voilà, un peu, j'aime bien aller un peu où les autres ne vont pas. Et c'est aussi, parce qu'il faut toujours parler de ce qu'on connaît le mieux, un roman qui s'ancre dans notre territoire, et il se passe entre Sanary-sur-Mer et la Drôme provençale pour celui-là. Ah, très bien. Et ouais, c'est ça, donc c'est aussi une visite touristique, on va dire quasi touristique de notre région, voilà, puis c'est un pamphlet sociétal. Je fais moins de romans qu'avant parce que je suis pratiquement c'est le mot monopolisé par la BD, la bande bien sûr. dessinée. Eh oui. Mais j'en sors quand même un de temps en temps. Alors, presque une histoire d'amour, c'est aux éditions de Marathon. Oui. Et je vous le conseille parce que j'en suis auteur, évidemment. Bien sûr. Et quel est le message fort? Le message fort. Le message fort. Eh ben, c'est un roman sur peut-être la divergence, c'est-à-dire quelle place trouver dans la société quand on marche un peu hors cadre, hors des limites, et comment on peut s'égarer et se retrouver. Voilà. Au fond, on est dans une société de plus en plus unanimiste, où l'opinion convenable et les apparences prédominent, et comment faire son trou. Comment trouver son équilibre dans un monde déséquilibré. Finalement, c'est l'histoire de deux personnages qui marchent assez droit, chacun sur leur chemin, dans une société qui va de travers, et qui finalement vont s'aider, un peu comme on aide quelqu'un, ils vont s'aider à cheminer ensemble et à trouver leur place. Pour moi, c'est un roman d'amour, mais pas... Presque. Mais presque. Mais presque. C'est presque un roman noir, parce que j'ai pas envie de spoiler le truc, mais ça fonctionne avec les codes du polar, tout ça, il y a un peu de ça. Et c'est presque un roman rose, ça pourrait presque être dans la collection Harlequin si c'était juste, si c'était pas simplement hors des clous, quoi, voilà. D'accord. Parce que tu vois, il y a rien de convenable dans l'histoire. Et puis après, il y a mes BD. Et là, aujourd'hui, alors parle-moi un peu de tes BD, voilà. Alors là, on est sur des trucs un peu personnels. Il y a deux choses différentes. Ce que j'aime faire, alors là, c'est ce que je fais tout seul. Renard et Blaireau, c'est une série. Ouais. J'en sors un par an. Tu vois, comme j'écris beaucoup de scénarios pour des séries très documentées, soit des séries historiques, ou comme Les Mondes d'Arverne, une série pédagogique chez Dargaud. Et j'aime bien prendre un peu de temps pour rester au dessin quand même, parce que moi, je suis rentré dans la bande dessinée pour dessiner à la base. Je faisais du dessin de presse et tout. Et là, ce sont des petits fabliaux de 4 pages satiriques, où je chronique la société des hommes à travers le petit théâtre de la forêt, avec des animaux qui parlent. On connaît le truc depuis La Fontaine, en fait. Tu sais, bien sûr. Tu fais parler les animaux, c'est le meilleur moyen de mordre un peu au mollet des puissants, le meilleur moyen de caricaturer la société, et que ça passe. Ça fait passer, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et en fait, avec Renard et Blaireau, je vais assez loin, mais sans en avoir l'air. C'est pour les gens, j'ai envie de dire, qui ont eu 20 ans dans les années 80. C'est de la BD un peu à l'ancienne, on va dire, c'est de la BD de hockey boomer.
Mais surtout, moi, je suis une génération que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais oui, où à l'époque, on riait de tout, tous ensemble, on n'avait pas peur d'avoir un procès ou qu'il y ait une polémique pour... Et moi, je suis de cette génération, quand j'étais petit, il était interdit d'interdire. Et cette liberté d'expression et ce sens de la satire auquel je suis très attaché, je le cultive particulièrement dans Renard et Blaireau, voilà. C'est un peu mes fables de La Fontaine à moi. D'accord, on était plus insouciants, évidemment. Ben nous, on est de la même génération. Mais oui. Je veux dire, c'est un privilège d'avoir eu 20 ans dans les années 80. C'est clair. J'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Hein. C'est plus dur. C'est plus dur et bon, ça serait un long débat, donc on va se l'épargner. Et oui. alors après, ça par contre, tu vois, moi j'œuvre pour la jeunesse quand même. Bien Je te sûr. parlais de séries plus sérieuses. Tu vois, Les Mondes d'Arven, c'est chez Dargaud. D'accord. Dargaud, c'est la mecque pour un auteur de BD. Bien sûr. Alors là, on va bientôt boucler le premier triptyque. Les Mondes d'Arven, c'est l'histoire de la jeune Blandine, qui est une ado, qui est passionnée de gaming et qui crée un jeu vidéo pour sensibiliser les jeunes de son âge à travers le jeu à la cause écologique, aux énergies renouvelables. Elle veut sauver la planète, etc. Au Dare You, tu vois, le poster dans sa chambre, etc. D'accord, c'est Et elle pour crée ce jeu. Seulement, le problème, c'est que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle du jeu et ça va la faire basculer dans un monde d'aventure qui va entraîner le lecteur donc dans des histoires à la fois très documentées où on apprend énormément d'un point de vue scientifique et en même temps on affronte des monstres. Tu vois, c'est vraiment de l'aventure. Ah oui, en effet. Et tu vois, voilà. C'est de l'aventure, mais en même temps c'est pédagogique, c'est pour de 9, tu vois, c'est pour les 9-12 selon leur degré de lecture jusqu'à 15-16. Et la partie documentaire, on fait ça avec des scientifiques et tout, c'est vraiment très... il y a un côté pointu, mais il y a plusieurs degrés de lecture. Tu peux aussi lire tout simplement ça comme un roman d'aventure. Oui, bien sûr. En même temps, tu apprends des trucs et je suis assez content de ça parce que bien. je vois qu'avec les gamins, ça marche énormément. Ton dessinateur Et alors, c'est Fernandez, Oui. qui a un dessin, tu vois, très moderne, qui correspond vraiment à la génération des lecteurs d'aujourd'hui. Tu vois, on est à mi-chemin entre le franco-belge et le manga dans son traitement du dessin. Et je dirais que c'est moderne et efficace. Et vraiment, je suis content que Dargaud ait accueilli cette série, qu'ils y aient cru. On en est assez fiers. On sent qu'on fait, vu l'accueil des... Tu vois, là, c'est une page, par exemple. Là, on est au... Ah, putain, je suis fatigué. Vulcania. À Vulcania. Voilà, tu vois. Donc là, il y a une petite page sur Vulcania, mais après, on reprend l'aventure. Parce que le premier tome est consacré à la géothermie, par exemple. On essaye de parler des énergies qui sont les énergies à venir. La géothermie, bon, tu vois, par exemple, notre héroïne, elle habite à Chaudezeg. Chaudezeg, c'est une petite ville qu'on a choisie pour situer l'action de notre aventure dans le Cantal, parce que Chaudezeg, c'est une ville qui, depuis le Moyen-Âge, est chauffée thermiquement par l'eau chauffée par les volcans, tu vois, sous terre, le magma. Et dans les fontaines de Chaudezeg, l'eau, elle sort jusqu'à 80 degrés la plus chaude, tu vois, à la source du parc. Ça nous a permis de parler de la géothermie, mais on parle aussi du solaire, de l'éolien, voilà. Oui, donc tu es très impliqué évidemment dans l'écologie et les énergies renouvelables. Alors oui, rappelons-nous de quelque chose, Alain, toi qui es de la même génération que moi. Ben oui. On est la première génération, contrairement à ce qu'on dit, qui a avoir eu conscience de l'écologie. Ben oui. Le flower power, tout ça, le Larzac, tu vois, les communautés, et puis il y avait le commandant Cousteau, Paul-Émile Victor, tous ces gens-là, Haroun Taziev pour les volcans. Donc vraiment, nous, moi je jouais à Écologie 2000, tu vois, c'était un jeu d'acheter la boîte et tout ça. Contrairement à ce qu'on me fait croire aujourd'hui, la génération de la prise de conscience écologique, c'est la nôtre. C'est pas... Seulement, on a été, comme la génération d'aujourd'hui le sera d'ailleurs, pris en otage par le capitalisme. Mais vraiment, on est une génération écologiste dans l'âme. Et moi, c'est une cause à laquelle j'ai toujours été sensible. Je le reste, bien que la façon dont l'écologie aujourd'hui est devenue un argument politique, une idéologie, enfin, rien ne me va plus dans la façon dont ça part
Ouais, ça a tout changé avec quoi, je sais pas quoi. Là, ça devient juste le bon prétexte à la tyrannie. Et moi qui suis avant tout, et je crois qu'aujourd'hui, résister à cette écolo-pression tyrannique, c'est la nouvelle forme de la lutte des classes. Tu vois, c'est dur à développer un concept comme ça en 3 minutes. Ceux qui ont compris m'ont compris, ceux qui n'ont pas compris comprendront plus tard quand ce sera trop tard. Voilà. Comprendra trop tard. Ils comprendront trop tard. Et nous, figure-toi, quand on était au lycée, avec Didier Conrad, qui était mon camarade de classe Didier Conrad, et ami, tout à fait, on avait fait tout un reportage sur l'écologie avec émissions de radio, nos premières émissions de radio, on pensait qu'à ça, nous-mêmes. Premier article de journal, premier diaporama. Flower Power, tu te rappelles? Flower Power, absolument. Et puis quand tu sais qu'une heure de streaming, ça équivaut à 3 ans de consommation d'un frigo, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois que Didier Conrad, en fait, il a continué, il a évolué, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui fait Astérix. Oui, je sais. Et il fait Astérix à partir des États-Unis. Bien sûr. Alors regarde-moi, toi tu me filmes, tu as un iPhone, tu es obligé, mais regarde, moi j'ai ça, et puis tu vois, j'ai 60 ans, hein, je prends pas l'avion. J'ai jamais pris l'avion majeur, c'est-à-dire que quand j'ai pris l'avion, j'étais mineur, j'étais donc pas responsable. Tu vois ce que je veux dire? Ma voiture, elle a 20 ans. Voilà. C'est pas d'acheter une voiture électrique, c'est de faire durer 20 ans une bagnole thermique. Tu sais que le bilan carbone de la construction d'une voiture électrique, c'est 45 ans de consommation moyenne d'un véhicule thermique. Donc on se fout complètement de notre gueule. Moi je ne peux pas, je veux pas rentrer. On ne peut pas adhérer à tout ça. Moi je n'ai jamais lavé ma voiture à l'éléphant bleu, tu vois, j'attends que ce soit le bon Dieu qui lave la voiture. Je veux pas recevoir de leçons d'écologie par des gens qui streament toute leur journée et qui ont des quintotonnes de pollution carbone là, avec des mails, des machins. Enfin, je sais pas, tu vois, je vais vite m'énerver sur ce sujet-là. Voilà, tu vois. On va dire que ce ne sont pas les bonnes personnes qui pensent l'écologie aujourd'hui. Moi j'ai une vieille maison, tu vois. La mienne, je fais durer une maison de 250 ans. On vient m'emmerder parce que c'est une passoire thermique. Mais tu sais, la maison que j'ai racheté la maison que louaient mes parents. On l'a chauffé avec un poêle à bois. Tu vois, il y avait un tuyau qui passait par les murs étaient chauds. Pour faire le bon écolo, j'ai mis des pompes à chaleur là. Ça chauffe rien du tout parce que ça envoie de l'air chaud mais ça chauffe pas les murs. Comme c'est une maison un peu tarabiscotée, on se gèle dans toutes les pièces. Ça consomme énormément. C'est de la merde. Un bon vieux poêle qui chauffe toute la maison. Je vois que tu es toujours aussi passionné, Serge. Oui, non, mais voilà, il faut un peu résister. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas vacciné. Je dis des trucs que je ne devrais pas dire. Je suis pas vacciné, j'ai pas le compteur Linky, tu vois ce que je veux dire? Non. Et je suis pas mort. Ah ben, tu as bien raison. Ah, ben, écoute, on te souhaite beaucoup de BD, beaucoup de romans. Je touche du bois pour quels sont tes... de vivre vieux, tu vois. On va mourir à 17h. Non. Il n'avait pas de compteur. Quels sont tes projets alors? Je parle comme ça, j'ai l'air d'un vieux fou parce qu'il faudrait développer tout ça. C'est clair. Là, on est dans la sainte colère, tu vois, on est à le moment spontané. Voilà. Et pense à tes internautes. Voilà. Et quels sont tes projets, sur quoi tu bosses en ce moment? Mes projets, donc, c'est de devenir vieux, bien que j'aurai pas de retraite. Et de continuer à rigoler. Et qu'on me casse pas trop tu vois, le temps que ça dure, quoi. Moi, mon projet de bonheur, c'est qu'on me foute la paix. Et après, les gens qui achètent mes BD, tu vois un peu le mal que je me donne, je te fais des super dédicaces en couleur et en relief, tu vois. J'étais en train, là. D'accord. Bon, ben super. Serge Cocteau, merci. Et puis à suivre. À suivre, ouais. À dans 6 ans, on sera toujours là.